Le trouble schizoaffectif est exactement comme son nom l'indique. C'est un mélange de symptômes schizoïdes et associés à la schizophrénie ainsi que de symptômes affectifs. Une personne pourrait donc avoir un épisode prolongé de psychose auquel on associe aussi un épisode dépressif majeur ou un épisode maniaque. Le deuxième découle du premier, contrairement, disons, à la schizophrénie seule. Une personne peut vivre avec la schizophrénie, mais aussi, de manière distincte et parallèle, vivre avec la dépression. Il est donc difficile de bien différencier ces deux situations. Il est possible de vivre avec la schizophrénie, qui s'accompagne de symptômes psychotiques, mais aussi de vivre avec un trouble bipolaire, qui est un trouble affectif présentant aussi des symptômes psychotiques. La présence de symptômes psychotiques peut là aussi nous compliquer la tâche du côté du diagnostic. Ce sont là quelques-unes des différences à prendre en compte avant de déterminer clairement qu'il s'agit d'un trouble schizoaffectif. Les symptômes associés à la schizophrénie, qui ressemblent aux symptômes observés chez les personnes qui vivent avec seulement la schizophrénie, sont principalement des symptômes psychotiques. Pour nous, la psychose est généralement ce qui se passe quand une personne vit la réalité différemment de tout le monde autour d'elle. Elle vit quelque chose qui lui semble réel, elle entend des voix qui lui sont aussi réelles que ma voix en ce moment. Elle répond à ces voix comme vous répondriez à la mienne, sauf que personne d'autre n'entendrait ces voix. Il devient alors très difficile pour l'entourage de cette personne de comprendre ce qu'elle vit, mais aussi de lui expliquer que sa réalité n'est pas la réalité. Habituellement, les symptômes psychotiques peuvent toucher plusieurs modes sensoriels. Par exemple, si les symptômes touchent le mode auditif, la personne pourrait entendre des voix que personne d'autre n'entend ou être seule dans une pièce et entendre des voix. Si les symptômes touchent son odorat, elle pourrait sentir des odeurs parfois fortes, mais encore là, elle serait la seule à les sentir. Elle pourrait aussi avoir des hallucinations visuelles, c'est-à-dire voir des choses que personne d'autre ne voit. Ce qui est dur avec les patients qui vivent ce genre de choses, c'est qu'ils prennent ces perceptions pour des réalités, ce qui peut leur causer bien d'autres difficultés. À peu près n'importe quoi peut causer un grave trouble de santé mentale ou l'empirer ou y contribuer. Le stress est l'un des grands responsables. En fait, le stress est un facteur dans tous les troubles de santé mentale. La génétique aussi est un facteur important. Habituellement, l'équipe soignante voudra recueillir des antécédents familiaux de maladies mentales aussi complets que possible, car des liens ont été établis entre certains troubles. C'est donc important d'en tenir compte. La consommation de substances peut aussi être une cause. Mais en vérité, on ne devrait pas simplement dire consommation de substances. Oui, il pourrait s'agir de substances psychoactives, mais il pourrait aussi s'agir de substances nocives ou de toxines présentes dans l'environnement. Il se peut que la personne n'ait rien à y voir. Certains problèmes médicaux pourraient aussi causer un trouble schizoaffectif. Si j'évalue une personne qui présente un trouble de santé mentale, je dois faire des analyses sanguines. Les analyses ne servent pas à diagnostiquer une maladie en particulier, mais plutôt à éliminer la possibilité d'autres problèmes de santé sous-jacents qui pourraient contribuer à la situation actuelle. Fait intéressant, il y a une importante corrélation ou comorbidité entre les maladies cardiaques et la dépression, entre autres. On trouve plusieurs exemples de corrélations comme celui-ci entre problèmes médicaux et problèmes de santé mentale. Il ne faut pas oublier ces corrélations dans les évaluations et les investigations que nous menons pour diagnostiquer un trouble de santé mentale. Les répercussions peuvent être légères comme elles peuvent être très graves. En matière de traitement, on peut envisager une rémission complète ou partielle,
D'autres fois, on peut se trouver devant un trouble qui résiste au traitement ou n'y répond pas, ce qui fait que la situation du patient ne s'améliore pas. Une personne qui vit avec un trouble schizoaffectif ressentira surtout des répercussions du côté de ses fonctions quotidiennes. Son travail, ses études, ses relations, sa famille, sa qualité de vie en général dans toutes les sphères de sa vie pourraient être grandement touchées. C'est là que le travail social entre en ligne de compte. Une grande partie de mon travail se fait en collaboration avec des travailleurs sociaux pour évaluer les aspects psychosociaux de la maladie. Ce trouble affecte la manière d'interagir avec les autres. Il affecte la capacité ou la manière de s'adapter. Il affecte aussi les capacités d'exécution, comme la capacité à terminer des études. Les symptômes peuvent parfois même mener des gens à quitter l'école ou leurs études postsecondaires. Les conséquences de ce trouble de santé mentale et l'incapacité à fonctionner qui l'accompagne peuvent être très importantes. Les solutions en matière de traitement sont d'abord holistiques. En premier lieu, nous allons mener une évaluation approfondie. La situation familiale est un facteur important. La situation d'emploi est un facteur important. La situation de logement est un facteur important. Parfois, c'est de cette manière qu'on arrive à trouver des répercussions psychologiques résultant de maladies mentales chroniques. La personne pourrait avoir besoin de soutien sous forme de counseling. Dès le départ, il faudra fournir de l'information psychoéducative. Ça me fait toujours plaisir de renseigner les gens sur leur maladie, sur les facteurs de risque, sur la rechute, sur les médicaments, sur les effets secondaires possibles et sur la collaboration qu'il faut bâtir. Il nous faut bâtir une sorte d'alliance thérapeutique pour les aider et faciliter leur rétablissement de la meilleure manière possible. C'est une démarche importante que nous voulons lancer dès que possible. Cette démarche doit aussi être multidisciplinaire, bien entendu. L'équipe comprendra un psychiatre qui est surtout là pour les évaluations, la prescription de médicaments et tout ça. Le psychiatre peut chapeauter l'équipe, mais n'est pas l'unique personne à diriger les soins. On trouve aussi un travailleur social qui s'occupe de tout ce qui a trait au soutien en travail social, au logement, aux allocations d'invalidité, à l'emploi et autres dossiers du genre. Le travailleur social peut aussi donner un coup de main du côté de l'information psychoéducative et des stratégies d'adaptation de base pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Le travail social est très important ici. Certaines équipes peuvent aussi compter sur un psychologue qui leur est affecté. La présence d'un ergothérapeute est également d'une importance capitale. Oui, le traitement peut avoir pour but ultime le rétablissement, remettre la personne sur pied, l'aider à trouver tout le soutien nécessaire pour réintégrer le marché du travail et tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Cette personne doit d'abord pouvoir simplement sortir du lit et se mettre en action, faire de l'activation comportementale. Pour y arriver, la collaboration avec des ergothérapeutes est très précieuse. On peut dire que la santé mentale bénéficie d'une démarche holistique. Les soins en santé mentale nécessitent la participation d'une équipe multidisciplinaire. Tout le monde est partant, tout le monde participe et y met du sien. Grâce aux forces de chaque membre, nous améliorons les chances de rétablissement de nos patients et clients. C'est bon d'en parler, car c'est très important pour les familles. Il est important pour les personnes qui vivent avec ce trouble de savoir qu'il y a de l'espoir. Il existe des traitements. Ils ne sont pas toujours parfaits, surtout quand il est question de médicaments, en raison de leurs effets secondaires. Ces traitements viennent avec des défis, mais sans l'ombre d'un doute, ils mènent au mieux-être, au rétablissement et à la réadaptation. Ils permettent aux gens de reprendre leur vie en main. Il est important de ne pas perdre cet objectif de vue. Ce n'est pas toujours facile pour les familles d'accepter la situation, et ce l'est encore moins pour mes clients qui reçoivent
le diagnostic et en font l'expérience directement. Ils vivent souvent de la stigmatisation, ça ne fait aucun doute. La bonne nouvelle, c'est que les choses s'améliorent. Les gens sont plus conscientisés. J'encourage les membres de la famille, les amis et les groupes de soutien d'une personne touchée à lui, montrer leur soutien et à l'aider à demander de l'aide.